ce que l'on sait de la nuit, de notre expérience de la nuit. C'est là où elle commence et où elle se termine. On sait aussi qu'elle reviendra. Elle revient toujours. Ce qui se passe à l'intérieur, si on en a le contrôle ou non, cela reste un mystère. Lorsque le noir se fait, il ne s'installe pas, on allume les lumières. Lorsque le noir se fait, il ne s'installe pas, on allume les lumières. Lorsque le noir se fait, il ne s'installe pas, on allume les lumières. L'éclairage du premier lampadaire vient sécuriser notre entrée dans la nuit. On pénètre dans un espace domestiqué, en apparence plus apte à nous accueillir. L'arrivée de l'électricité va révolutionner l'atmosphère nocturne, urbaine et domestique. À ses débuts, ce phénomène était presque magique, et les conséquences d'une telle énergie impossible à anticiper. Pourtant, elle est créée par l'homme. Loin d'être surnaturelle, elle consomme des matériaux limités, et face à un flux électrique qui paraît sans fin, les ressources s'amenuisent. Nos systèmes d'extraction sont loin d'être invisibles et ont des conséquences que l'on sait maintenant irréversibles. C'est ici que réside le paradoxe de l'énergie électrique et de la production d'électricité. Le premier est vu comme une avancée et la seconde est vécue comme négative. Cette énergie est génératrice d'espaces hétérotopiques, à la fois familiers et totalement obscurs, car impénétrables. Et parfois cet indicible nous renvoie à notre sobriété énergétique. L'humain n'est pas un magicien. Nous sommes la cause et la conséquence. Alors, loin du simple déni de responsabilité, si on devenait nous aussi une source d'énergie. Si nous générons plus de bioélectricité qu'une batterie de 210 volts et dégageons 25 000 calories de chaleur corporelle, peut-être pouvons-nous être l'énergie de demain. Est-ce que nous verrons alors apparaître des usines d'êtres humains branchés en batterie ? Comme dans chaque ressource, l'équilibre est fragile et les futures solutions sont collectives. Alors commence par te poser une question. Que souhaites-tu pour le futur ? Est-ce que toi aussi, à la tombée de la nuit, tu imagines que toutes les lumières de la ville s'éteignent pour laisser la place aux étoiles ? On lèverait alors les yeux vers le ciel pour les contempler et se rappeler que depuis longtemps, elles sont des repères qui ancrent le temps et l'espace. Depuis l'Antiquité, l'être humain cherche à décrypter et à reproduire les astres, point de rencontre entre les croyances et les sciences. Quand tu regardes le ciel de nuit, tu peux y voir le passé, le présent et le futur. À ce moment précis, des milliards d'étoiles sont en cours de disparition à plusieurs milliards d'années-lumière de la Terre. Oui, c'est dur de s'en rendre compte. Imagine. Observer quelque chose conduit à la maîtriser. La technologie rend l'observation des astres de plus en plus précise. On archive les étoiles comme autant de connaissances perdues. Elles représentent un patrimoine collectif précieux. Maîtriser conduit à vouloir posséder. Conquérir l'espace est un rêve ancien et une réalité actuelle. La preuve, la nuit, les étoiles se confondent avec les satellites. Ils sont résolument factices, non vivants. Nombreux sont désactivés. Pour certains, ils continuent à polluer le ciel, tandis que d'autres se retrouvent enfouis dans les profondeurs de la Terre. Pourtant, la conquête a une limite, celle d'être humaine. Et s'approprier les espaces semble réduire progressivement notre héritage commun. Vivre et évoluer dans la nuit modifie aussi bien les sensations que les perceptions.
Ce que l'on pense voir ne l'est pas vraiment. On pénètre dans le monde des rêves et des illusions. On perçoit des choses qui n'existent pas ou qui ne sont pas au bon endroit. Que l'on se trouve dans l'obscurité totale, dans la folie de la vie nocturne ou en train de contempler le ciel, les perceptions diffèrent et difforment. L'observation des astres produit aussi une expérience particulière du réel. Les outils pour capter l'espace permettent de le rendre audible à l'échelle humaine, de percevoir l'imperceptible et de le rendre visible. Avec l'arrivée des outils technologiques, la machine remplace notre regard et promet de n'offrir aucune possibilité d'erreur. À la fois hypnotique et révélatrice, elle réinvente une autre perception, celle d'une vision augmentée. Minuit est le moment où le temps s'étire et les formes prennent vie. Qu'est-ce que tu vois? Est-ce un animal? Est-ce vivant? Est-ce que ça ressent une émotion? Est-ce un phénomène nocturne? La nuit ne signifie pas la même chose d'un peuple à un autre, mais son importance est universelle. C'est le cas pour les aurores boréales. Mais dans notre monde moderne, même s'il devient possible de les écouter et de les voir, la pollution lumineuse nous empêche de les observer. Et il est de plus en plus complexe d'enregistrer leur son, parasités par les signaux artificiels. L'impossibilité de l'archive aura un impact sur les traditions et les cultures. Alors on reproduit, à défaut d'apprendre à conserver. En tant qu'humain, il s'agit d'être vigilant à l'attention que l'on porte au vivant, même celui qui évolue sans nous, surtout à celui qui disparaît en silence, une île après l'autre. Mais aussi à celui avec qui nous coexistons. La nuit crée un espace d'altérité où les limites s'estompent et favorise la rencontre entre la vie civilisée et la vie sauvage. Sauvegarder la nuit, c'est aussi préserver ce débordement paisible et incontrôlable et éviter d'en accélérer sa disparition. Là encore, la technologie et nos caméras infrarouges agissent comme des voyeurs. Et la contemplation devient petit à petit du contrôle. À l'Antiquité, la nuit était considérée comme un temps mort, dans lequel les affaires juridiques n'avaient plus cours. Dans notre présent, l'opacité favorise toujours une suspension nocturne du droit, qui laisse place au cauchemar. Die Männer haben sich in Ungeheuer verwandelt. Sie sind im Wald umgegeistert, bis zu dem Tag, wo ihre primitive Fortpflanzungsinstinkt geweckt worden ist. Die Monster haben sich dann in der Nacht auf die Suche nach einer weiblichen Beute gemacht, um ihre Bedürfnisse zu befriedigen. La
L'espace de la nuit est sélectif seulement si on le laisse être. Reconquérir l'espace de la nuit, inverser les rôles et bouleverser les codes peut transformer la nuit en un endroit d'émancipation. Encore faut-il le vouloir et le pouvoir. À l'origine encouragée pour créer un environnement sécurisant, les technologies sont devenues des outils de contrôle pour créer un lieu panoptique et sécuritaire. Toi qui m'écoutes sagement depuis tout à l'heure, tu pensais que la nuit pouvait être un espace de répit? Ouvre les yeux, tu te trouves malgré toi chronométré à l'efficacité. Vas-y, télécharge l'application pour comptabiliser ton nombre de pas en 24 heures, tu auras un bonus. Établis un programme de sommeil, géolocalise-toi et tu auras des bons points. Autant de données qui te filent entre les doigts et qui renseignent sur ta productivité. Je ne t'apprends rien. Nous sommes tous des datas consentantes. La nuit, tu n'es plus un inconnu. Tu es une donnée à catégoriser, à contrôler et à exploiter, sous la surveillance de témoins électroniques multiples. Dans cette nuit-là, il n'est pas question de sommeil ou de veille contemplative et certainement pas de liberté. L'éclairage y est même parfois sollicité pour favoriser la perte de repères dans le but d'un maximum de rendement et d'une activité 24 sur 24. Et même quand tu dors, tu travailles. En tout cas, c'est l'objectif. Tout doucement, ton intime devient machine et tu le monnaies par ta connectivité. D'ailleurs, où sont passés tes rêves? Est-ce qu'ils sont connectés? Ou est-ce que maintenant la machine rêve à ta place? Quand je somnole, je pense. Comment arrêter de penser? Et si je cesse de penser, est-ce que je pense encore? Suis-je en train de rêver? À quoi ressemble ce flux continu? Imagine si nous pouvions créer des formes avec notre esprit grâce aux algorithmes. Comment le cerveau illustrerait-il l'amour ou la liberté? Si la technologie peut aider à cela, elle peut aussi agir sur notre sommeil et m'aider à m'endormir. Mais si ce sont les applications qui me servent de berceuse, suis-je alors en train de monétiser mon endormissement? Progressivement, les technologies prennent le contrôle de notre repos. Dès lors, à l'instar du vivant, il devient nécessaire de sanctuariser nos nuits. Dans un monde où tout est automatisé, où la technologie est omniprésente dans les villes, l'humain devient variable calculable. Et le robot, lui, se met à rêver. Quand on sait que nos songes sont l'écho de nos préoccupations personnelles, on peut se demander à quoi rêvent les machines. Au moment où nous devenons des données, elles émulent nos fonctionnalités primaires. Penser, rêver, vivre. À savoir si cela nous amène à une symbiose ou à l'apogée d'un conflit. Ceci est une toute autre histoire. L'aube ne va plus tarder à présent. Ce sont les dernières heures de la nuit et les dernières heures de la fête. À l'intérieur d'une fête, il n'y a rien à montrer, tout à ressentir.
Le rêve, le sensuel, le festif modifient les équilibres établis entre le travail et le jeu. La raison et la passion, l'abstraction et l'émotion. Il compense la méfiance à l'égard de l'avenir et du progrès, ainsi que le manque d'investissement dans le futur. Mais ici, le plus tardif des noctambules a déserté. Dans cette after-party, il ne reste que des robots, autonomes. Ils ont délaissé leurs tâches quotidiennes. Ils déambulent hors de contrôle, dans un temps de l'après-humain. Incursion dans un intime machinique, ou représentation fantomatique de notre société actuelle, je ne saurais le dire. Mais possiblement que ce constat des machines à la fête donnera envie à l'humain que tu es de rejouer la partie.